On va démarrer alors avec les principes de fonctionnement des moteurs, comment ça marche, donc comment c'est fait, comme on dit, et on va commencer par le plus léger ou le plus facile d'entre tous, c'est le démarrage direct à un sens de marche. Alors, le démarrage direct à un sens de marche, comme vous l'avez sur vos écrans, c'est un type de démarrage que nous utilisons beaucoup plus dans les industries pour ce qui concerne surtout les convoyeurs. Donc, comment ça marche? Pour un démarrage direct, il suffit normalement d'un petit boîtier classique comme on a l'habitude d'acheter qui comporte un bouton d'arrêt d'urgence comme représenté ici sur le schéma, un bouton d'arrêt d'urgence qui est assuré par une protection à relais thermique, un bouton marche et un bouton arrêt assuré par un automaticien. Ce sont des trucs ou peut-être des prototypes que nous retrouvons souvent à bon marché. Donc, ce procédé de démarrage est réservé aux moteurs à faible puissance. Comme je l'ai dit plus haut, lorsque je parlais du démarrage à type le démarrage étoile triangle, qui est un démarrage à deux temps, contrairement au démarrage direct un sens de marche, le démarrage étoile triangle, on les utilise beaucoup plus lorsqu'on se retrouve avec des moteurs à plus de 7,5 kg ou à plus de 11 kg. Nous allons comprendre le pourquoi quand on va aborder notre démarrage étoile triangle. Donc, pour ce qui concerne le procédé de démarrage direct, le principe de fonctionnement consiste à connecter le moteur directement au réseau triphasé, comme vous l'avez sur vos écrans ici. On a un réseau triphasé 3 fois 400 volts et une mise à la terre. Et on a notre sectionneur, comme on a abordé plus haut, pour faire l'isolation. On a besoin d'un contacteur, un relais thermique et notre moteur. Ça, c'est la partie puissance. Donc, le problème qu'on retrouve au niveau des démarrages directs à un sens de marche est lequel? C'est tout simplement que les démarrages directs à un sens de marche, d'ailleurs on va en parler aussi pour les démarrages à deux sens de marche, le plus grand problème ici c'est la surintensité au moment du démarrage du moteur, qui peut être 4 à 8 fois, 5 à 8 fois. Pour d'autres moteurs, on se retrouve même à 10 fois l'intensité nominale du moteur. Donc, je vais prendre un exemple comme ça. Si vous avez un moteur de 2,2 kW de puissance et que vous le démarrez en direct, un sens de marche, et que vous prenez votre pince ampérimétrique et que vous posez, que vous connectez au réseau sur l'une des phases qu'on a au niveau du moteur, en amont du moteur ici, vous allez tout simplement remarquer que le pic en fait de l'intensité lors du démarrage va carrément vous bluffer. Dans le sens où un moteur de 2 kW de puissance, le pic de démarrage peut vous tirer jusqu'à plus de 20 ampères. C'est très étonnant, mais c'est des choses qui sont concrètes et qui se passent réellement lorsque nous utilisons ce genre de démarrage dit plutôt direct. D'où, si nous n'avons pas des portes fusibles appropriées ou des sectionnaires appropriés, à chaque démarrage, nous allons nous retrouver avec des fusibles endommagés. Ou si lors de notre démarrage, nous avons utilisé des disjoncteurs magnétothermiques pour la protection contre les surcharges ou les surintensités, nous allons nous retrouver avec un disjoncteur qui n'arrête pas de triper à chaque fois qu'on essaie de démarrer ici notre moteur. Alors, pour ce qui concerne le principe, comme vous pouvez le lire, au moment du démarrage, le couple du moteur est en moyenne 1 à 2 fois le couple nominal du moteur.
Pour un démarrage direct, il suffit d'un boîtier de démarrage classique, souvent vendu. Et pour ce qui concerne les avantages, l'avantage pour moi dans ce type de démarrage-là, c'est tout simplement que le coût est réduit. C'est un type de démarrage qui avec peu de moyens. La simplicité au niveau des appareillages, comme vous pouvez le voir ici, tout ce qu'il nous faut, c'est un sectionneur ou un disjoncteur, un contacteur et un relais thermique. Pour ce qui est des avantages encore, on se retrouve avec un couple très très important pour des charges et un temps de démarrage très court et très très faible. Maintenant, pour ce qui est des inconvénients, c'est juste que l'appel du courant est très très important et le démarrage qui est très brutal. Des perturbations qu'on retrouve au niveau du réseau pour des installations qui n'ont pas des systèmes de compensation avec des batteries de condo. Lorsque vous utilisez ce type de démarrage-là en direct, vous allez carrément remarquer des perturbations au niveau de votre réseau. Donc, pour plus de détails, pour ce qui concerne la partie commande, nous avons besoin des portes visibles, nous avons besoin des disjoncteurs, des portes visibles, un transformateur qui va faire la transformation de la ligne 400 volts pour nous ramener à une tension plutôt réduite, soit de 230 volts ou encore moins par rapport à la bobine que nous allons utiliser avec notre contacteur ou la tension d'alimentation des voyants que nous utiliserons pour les défauts et pour la mise en fonction de notre moteur. Donc, nous avons ici un contact auxiliaire normalement fermé qui fait la sécurité de la commande. Nous avons un arrêt d'urgence qui fait office de protection en cas de danger. C'est sous l'arrêt d'urgence qu'on intervient directement. Nous avons un bouton arrêt ici et un bouton marche. Pour le KM, le KM1, c'est tout simplement le KM du contacteur qui est là pour assurer l'auto-maintien de notre démarrage. Et pour la deuxième ligne, nous avons un deuxième contact qui est normalement ouvert de notre relais thermique qui assure la protection contre les surcharges et qui s'allume lorsque nous avons un défaut au niveau de notre système. Le défaut, donc un défaut de surcharge, car le relais thermique, il assure la protection contre les surcharges. Donc, lorsque nous nous retrouvons avec un surcharge, supposons vous avez un convoyeur qui porte une charge tellement élevée, dans notre cas, nous qui travaillons dans les industries d'exploitation du bois, lorsque vous déposez des grumes qui sont trop lourds par rapport à la force ou à la puissance du moteur, vous allez vous retrouver avec ce voyant-là qui va s'allumer pour signaler qu'il y a un défaut et qui va carrément couper tout le circuit. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le principe de fonctionnement des démarrages directs à un sens de marche. Nous allons avancer rapidement avec les démarrages de type deux sens de marche. Donc, pour ce qui concerne les démarrages de type deux sens de marche, c'est carrément le même principe avec les démarrages directs un sens de marche. Nous nous retrouvons avec des coûts qui sont faibles. On va dépenser moins pour pouvoir démarrer notre moteur à deux sens de marche avec des inversions comme bon nous sommes. Cependant, il est à noter ici, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que au niveau du démarrage deux sens de marche, nous nous retrouvons avec encore plus de difficultés parce que il faudrait obligatoirement que le verrouillage soit bel et bien assuré. Sinon, comme
On est en train de lire au niveau du principe ici, là. Le sens de rotation d'un moteur asynchrone dépend ici du champ tournant triphasé, du champ tournant de notre réseau. Donc, si notre réseau triphasé tourne dans le sens horaire, notre moteur va tourner dans le sens horaire. Si notre réseau triphasé tourne dans le sens de phase sur la troisième borne du second contacteur, par contre, en aval du second contacteur, la première phase vient se joindre avec la troisième phase, ou plutôt la borne W de notre moteur. Tout simplement pour dire que non. La première phase qui était reliée à la borne I, pour l'inversion, la première phase se retrouve avec la borne W. La deuxième phase garde sa position au niveau de la borne V et la troisième phase se retrouve inversée au niveau de la borne I de notre moteur. C'est que, je vais à dire qu'on a tout simplement interverti la phase 1 et la phase 3 pour assurer l'inversement de notre sens de rotation du moteur. Donc, pour ce qui est à noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté la plus grande surtout, et ce qui est vraiment à éviter, qui n'est autre qu'un court-circuit franc lorsque on n'arrive pas à bien exécuter notre verrouillage ou on ne respecte pas les phases, c'est que lorsque nous réalisons un mauvais verrouillage, le principe de démarrage, en fait, le pourquoi est-ce que nous utilisons ces démarrages, on avait noté plus haut que ce sont des types de démarrage qu'on adopte normalement quand on se retrouve avec des moteurs qu'on doit démarrer en direct, qu'on doit relier directement au réseau. Pas besoin de démarrage de type électronique. C'est ce type de démarrage-là qu'on aborde et c'est un démarrage qui fonctionne en deux temps. Et notamment avec des moteurs à puissance plus élevée à partir de 7. Je reviens à dire que lorsque vous vous retrouvez avec un réseau de 400-600, donc pour le premier temps, vous allez démarrer le moteur en 400 ou plutôt en 230 volts, ce qui revient à dire que le moteur va recevoir une tension qui sera divisée par
une racine carrée de 3. Donc, ça c'est pour le premier temps. Pour ce qui concerne du deuxième temps, on va basculer ensuite grâce à une temporisation. La temporisation qui est représentée ici. Une temporisation normalement de type ondulé. On appelle aussi une temporisation de type travail qui, pour son fonctionnement, lorsque vous le démarrez, il garde d'abord sa position initiale. Après un temps donné, il va tout simplement inverser ces deux contacts pour nous permettre de passer d'un couplage étoile, d'un couplage à courant réduit à un couplage à courant fort, donc le couplage triangle. Donc, on va basculer directement grâce à notre temporisation sur le couplage triangle correspondant à la tension d'alimentation du réseau 6 juin, un plan électrique du démarrage étoile triangle que je vous ai montré en image. Il consiste donc à réduire, comme je le disais, par la racine carrée de 3, la tension aux bornes de notre moteur grâce à une connexion étoile dans le premier temps. Le courant de ligne est alors divisé par 3 comme le couple du moteur. Et pour la suite, les coûts mécaniques sont réduits aussi et le courant de démarrage est plus faible par rapport à un démarrage direct, genre qu'on a abordé tout à l'heure pour ce qui en était des démarrages directs à un sens de marche. Ici, nous allons nous retrouver avec un couple qui sera divisé plutôt par 3. Donc, pour ce qui est des avantages, les avantages sont relativement bon marché, tout comme pour ce qui concerne les démarrages directs. Cependant, ici, nous allons gagner tout simplement à réduire l'appel au niveau du réseau par rapport à un démarrage où on utilisait directement un couplage triangle. Donc, le principe, comme je dis, je l'ai déjà noté ici pour ce qui concerne le fonctionnement. Donc, nous avons un réseau triphasé que voici ici, là, comme représenté sur le schéma. Pour le premier temps, le courant ou la tension va circuler du réseau vers les enroulements du moteur, ce qui consiste le démarrage direct à un sens de marche. Normalement, on devrait avoir nos barres, ou plutôt les barrettes de couplage qui sont ici, en amont de notre contacteur KM1, qui devait se retrouver normalement à la sortie carrément du moteur ou au niveau de la boîte à borne de notre moteur directement. Donc, au lieu que le couplage s'effectue au niveau de la boîte à borne, le couplage du moteur va s'effectuer à l'extérieur, qui repart encore vers l'armoire, si vous comprenez bien. Donc, le couplage s'effectue dans l'armoire en aval du contacteur KM1. Donc, pour le premier temps, le moteur va démarrer dans ce sens-là. Il arrive ici avec le couplage étoile. Après un temps défini par la temporisation, on va basculer du couplage étoile vers le couplage triangle. Pour le couplage triangle, comment ça marche? On a tout simplement ces jets de barres que j'aimerais dire qu'on a l'habitude de mettre dans notre boîte à bornes qui se retrouvent vers le V1 qui vont aller vers le W2. On quitte le V2 pour descendre vers ID et qu'on va quitter le W1 qui va descendre vers la borne I2. Ça, c'est lorsqu'on effectue un couplage triangle dans la boîte à borne triangle. Vous allez voir que le couplage s'effectue à ce stade-là avec les câbles qu'on doit câbler pour remonter jusqu'au niveau du contacteur KM3. Donc,
Ça, c'est pour ce qui concerne les démarrages à type étoile triangle. Pour ce qui est un arrêt d'urgence, un bouton marche, un bouton arrêt et une temporisation. Les trois contacteurs qui sont là et les bobines sont représentées ici. KM1 pour le contacteur d'élan pour la marche. Donc voilà pour la représentation du démarrage étoile triangle. Donc sans plus tarder, nous allons avancer avec l'exposition au niveau des démarrages de type électronique. Donc, comme j'introduisais tout à l'heure, le démarrage électronique de moteurs asynchrones se fait généralement via des dispositifs comme des démarreurs progressifs ou des variateurs. Et pour plus de détails, nous allons rentrer pour ce qui concerne le démarrage de type électronique. Premièrement, nous allons démarrer donc avec les démarreurs. Donc, pour les démarreurs, comment ça marche? Un démarreur, à la base, c'est un appareil électronique qui nous permet en fait de démarrer progressivement un moteur. Donc, rien à voir avec les démarrages directs, rien à voir avec les démarrages étoile triangle qui se fait en deux temps. Nous nous retrouvons ici avec un démarrage qui se fait progressivement par rapport au réglage de notre démarreur. Et cette fonction-là du démarrage, qui n'est autre que progressif, est assurée par ce qu'on appelle des thyristors SCR. Donc, comme vous pouvez tous lire avec moi ici, un démarrage qui s'effectue avec un démarrage progressif fonctionne par un algorithme contrôlant trois paires de thyristors SCR. Les thyristors SCR que j'ai pris la peine de placer ici pour vous. Pour plus de détails, on en reparlera peut-être avec la maison de formation, bureau d'études. Les thyristors SCR sont montés dos à dos, permettant de démarrer et d'arrêter le moteur progressivement tout en gérant la montée et la chute, j'aimerais dire l'accélération et la décélération du moteur. Donc, l'orientation dos à dos des thyristors SCR permet à la tension, c'est-à-dire d'être régulée en changeant l'angle d'amorçage de chaque demi-cycle. Donc, pour le principe, alimenter progressivement le stator du moteur avec une tension qui va varier progressivement. Et l'électronique de commande qui est bien sûr utilisée, au niveau de notre démarreur nous permet de faire démarrer de façon précise et de gérer les temps de démarrage, l'intensité. OK. Et nous permet de gérer le démarrage, le temps de démarrage, de gérer l'intensité et surtout la limite de l'intensité à ne pas dépasser. Et une fois le démarrage terminé, on bascule sur un contacteur interne qui se trouve dans notre démarreur qu'on appelle le contacteur de bypass. Et comme vous pouvez l'apercevoir au niveau de ce graphique que j'ai mis ici, l'image représente tout simplement comment est-ce que le démarreur fait réagir la tension
vers notre moteur. Donc, c'est tout simplement un principe qui fonctionne comme des interrupteurs et les thyristors SCR qui sont ici là servent à générer un signal pseudo-analogique à partir d'un environnement numérique ou analogique pour permettre un traitement de signal par des composants en commutation. Ces composants comme un interrupteur ouvert ou fermé. Donc, chaque fois que nous avons notre interrupteur qui est off, on est à 0. Une fois que l'interrupteur est fermé, on monte et quelque temps, on ferme, l'interrupteur se retrouve fermé, on avance et quelque part, l'interrupteur, une fois encore ouvert, non, une fois que l'interrupteur est ouvert, on avance, une fois que l'interrupteur est fermé, on monte, l'interrupteur ouvert, on avance, l'interrupteur fermé, on monte et jusqu'à, pour les décélérations, on descend et cela nous permet en fait d'avoir, n'est-ce pas, une forme sinusoïdale pour représenter tout simplement comme ça se passe avec des courants alternatifs, sauf que là, c'est géré électroniquement par des thyristors SCR. Donc, pour le principe de démarrage par démarreur, qui sont aussi très simples à comprendre, le principe, c'est tout simplement de pomper progressivement la tension vers le moteur en gérant par des procédés et des algorithmes électroniques. Donc, voilà pour ce qui concerne le procédé de démarrage avec les démarreurs. Et nous allons avancer avec les procédés de démarrage plutôt avec des variateurs. Les procédés de démarrage avec des variateurs. Donc, pour ce qui concerne les procédés de démarrage avec des variateurs, le fonctionnement, le variateur de vitesse agit comme un intermédiaire entre l'alimentation électrique et le moteur, c'est-à-dire entre la source du réseau et le moteur elle-même. Il convertit le courant alternatif en courant continu via un réducteur qui régule la tension avec un filtre, puis convertit le courant continu en courant alternatif à fréquence de tension variable grâce à un onduleur. Cette variation permet de contrôler avec précision la vitesse de rotation, le couple et le sens de rotation du moteur. Donc, ce qui se passe lors du fonctionnement ou d'un démarrage avec un variateur, c'est que, à la base, nous récupérons tout simplement une tension triphasée du réseau, comme on en avait avec les démarrages directs. Au lieu de prendre cette tension directement et l'envoyer vers le moteur, on va d'abord en premier temps récupérer le moteur, récupérer la tension triphasée, qui va passer avec un système de pont redressé qui va transformer notre tension alternative en tension continue. Donc, comme je l'ai su noter ici, le redresseur ici est un pont du travail que fait un variateur. La seconde, c'est que la tension redressée se retrouve filtrée à travers des condensateurs et des résistances que voici ici. Donc, pour cette étape de filtrage, un condensateur de filtrage permet d'éliminer les phénomènes d'ondulation de tension en sortie du redresseur. Et après, on se retrouve avec, en même temps, toujours dans la partie filtrage, on se retrouve avec une partie de récupération. C'est-à-dire que le système de récupération, comment ça marche? Lorsque nous travaillons avec des variateurs de vitesse, surtout pour des gros moteurs, nous utilisons des résistances de freinage. Des résistances de freinage qui nous servent tout simplement à nous permettre, en fait, d'éviter des perturbations au niveau du réseau ou encore à supprimer
les courants résiduels, les tensions résiduelles lors de l'arrêt du moteur. Donc, c'est-à-dire, lorsque le moteur se retrouve à l'arrêt, normalement, ça veut dire qu'on a coupé les ponts. Le moteur ne reçoit plus de tension, le moteur ne reçoit plus de courant, plus rien. Par contre, pour des moteurs qui n'ont pas de frein, le moteur se retrouve avec de l'inertie. Et cette inertie-là, comme nous travaillons avec des moteurs asynchrones, ce sont des moteurs qu'on utilise dans certains cas aussi pour la production de l'énergie. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un moteur asynchrone triphasé, au lieu de lui donner du courant, qui produit un couple ou une rotation, mais vous lui donnez le couple et de la rotation. Au niveau des bornes du moteur, vous allez vous retrouver avec une tension. Cependant, lorsque le variateur ne commande plus le moteur ou que le variateur se retrouve à l'arrêt, vous allez vous retrouver tout simplement avec un moteur qui va se transformer en alternateur. C'est-à-dire que le moteur va cependant produire un courant, aussi faible que soit ce courant-là, cette tension-là, le variateur n'en a rien à faire. C'est à ce moment-là que les résistances de freinage interviennent pour tout simplement transformer l'énergie mécanique lors du freinage du moteur en énergie calorifique dans les résistances et la dissipation de cette énergie-là ou de cette tension-là que le variateur n'en a rien à faire. Et à la fin, après toute cette transformation, on se retrouve au niveau de la partie de l'ondulation où on a un système d'ondulaire ou un convertisseur est incorporé au niveau du variateur, tout simplement pour nous permettre ici de récupérer la tension alternative qui a été convertie en tension continue, de la retransformer encore en courant alternatif, parce que notre moteur, étant un moteur asynchrone triphasé, a besoin d'un courant alternatif pour fonctionner, a besoin d'un courant avec des ondulations et une fréquence. Donc, il nous faut un courant alternatif à la sortie, d'où on se retrouve en fait avec ce variateur-là qui convertit encore du DC vers du AC. En ce moment-là, tout ce procédé qui se passe au niveau du variateur, redressement, filtration, récupération, ondulation, cela nous permet d'avoir une tension réglable à la sortie, une tension ondulée, une tension variable pour toutes les applications. Nous aurons donc ici la possibilité avec le variateur d'inverser le sens de rotation de notre moteur sans avoir à inverser ne serait-ce qu'une seule phase, de gérer la fréquence du moteur, de gérer la tension que nous envoyons du moteur, de gérer l'accélération et de gérer les décélérations du moteur en temps réel, jusqu'à la possibilité de gérer, n'est-ce pas, le freinage même du moteur. Donc, voilà pour ce qui est de la procédure pour le démarrage avec variateur. On va rapidement essayer de rentrer dans des explications un peu plus concrètes avec un schéma d'un moteur, plutôt d'un variateur de type Altivar que vous recevrez sur vos écrans, que j'ai pris en exemple pour une petite compréhension un peu plus vite. Donc, sur ce schéma-là, le fonctionnement, le voici. La commande est réalisée dans deux sens de rotation par les entrées L1 et LI1 et LI2. Donc, une commande qui est réalisée par deux sens de rotation par les entrées LI1 et LI2. Les entrées LI1 et LI2 sont ici. Voilà l'entrée LI1, voilà l'entrée LI2. Et la consigne de vitesse est donnée soit
par un potentiomètre, soit par une tension externe. Donc, pour le potentiomètre, le voici, et les bornes du potentiomètre sont là. On a le plus 10 volts pour la tension du potentiomètre. On a l'entrée analogique AI1 et on a la borne commune ou la borne de masse pour l'équipotentialité. Et donc, la borne d'entrée LI3 et LI4 sont des entrées configurables de vitesse de rotation présélectionnées. Donc, ça veut dire quoi? Sur le schéma que vous êtes en train de voir, j'ai représenté un variateur qui n'est autre qu'un démarrage électronique. Donc, nous avons besoin d'un réseau triphasé, d'une commande avec un contacteur pour en fait commander l'allumage et l'arrêt de l'alimentation de notre variateur qui est ici. Et s'il y a possibilité aussi, pour certains cas, vous pouvez mettre la protection au niveau des portes fusibles ou un sectionnaire pour sécuriser le variateur. Et par la suite, pour ce qui concerne la commande, nous avons une commande qui est assurée ici. Veuillez noter que la commande qui est représentée là, en passant par le transformateur, c'est la commande qui permet tout simplement de alimenter notre variateur. Donc, comme vous voyez, le KM1, c'est le variateur, le contacteur qui est ici, qui permet en fait de faire passer la puissance au niveau du variateur. Donc, cette commande-là, elle est là juste pour alimenter le variateur, mais pas pour commander directement le moteur. C'est-à-dire, un variateur qui est alimenté ne veut pas dire que le moteur il tourne. Un variateur alimenté ne veut pas dire que le moteur il tourne. Dans certains cas, il y a de ces configurations où nous allons peut-être en parler plus tard ou peut-être reprendre quand on va parler des questions-réponses. Dans certains cas, il y a des variateurs où dès que le variateur est alimenté, il démarre. Mais dans notre cas, c'est pas le cas parce que vous comprenez que les entrées des consignes de marche et des consignes de vitesse ne sont pas alimentées. Donc, ici, on se retrouve avec une sécurité pour l'auto-maintien de notre contacteur de ligne, le contacteur principal de l'alimentation du variateur, qui est assuré par les contacts, le contact de sécurité du relais qui est ici, le contact normalement ouvert. C'est un contact interne au niveau du relais. C'est-à-dire que lorsque le variateur est alimenté et que toutes les conditions sont réunies et que le variateur n'est pas en défaut et qu'on n'a pas de problème, on se retrouve avec ce contact-là qui est fermé pour permettre à ce que lorsque vous vous alimentez le variateur va s'allumer et une fois qu'il y a un défaut, vous voyez le contacteur, le contact 1314 qui assure l'auto-maintien du contacteur de ligne qui est ici, est asservi par cette sécurité-là. Ce qui revient à dire que lorsque le moteur n'est plus dans les bonnes conditions, donc à chaque fois que vous alimentez le moteur, le variateur, excusez-moi, et qu'il y a un problème, le contacteur là ne va pas rester activé et il n'y aura pas d'auto-maintien. Donc, pour ce qui concerne la commande, on a notre alimentation principale, on a notre moteur triphasé qui est en bas et la borne PA et PB que vous voyez ici, c'est tout simplement la résistance de freinage que je vous ai expliqué plus haut, qui nous permet en fait de protéger le moteur ou le variateur contre le courant de tension résiduelle lorsque le moteur se retrouve à tourner dans l'inertie après que la consigne de la marche du variateur est à l'arrêt. Par la suite, le potentiomètre qui est ici, à son tour, le potentiomètre, il sert tout simplement à faire varier la vitesse de rotation du moteur à tout moment que vous voulez. Donc, lorsque vous démarrez votre moteur, si vous voulez que le moteur tourne à 10% de sa vitesse, il vous suffit juste
de faire varier avec le potentiomètre. Si vous voulez que le moteur tourne à pleine puissance, il vous suffit aussi de faire varier le potentiomètre, de mettre le potentiomètre à fond. Et pour ce qui concerne les entrées, nous nous retrouvons, les entrées LI1 et LID qui sont là, une fois que l'un de ces contacts-là fermé, vont en fait faire office de consigne de marche pour LI1. Ça veut dire que le moteur va tourner dans le sens horaire. Et lorsque on laisse LI1 et qu'on ferme LID, le moteur va tourner dans le sens anti-horaire. Différemment des démarrages directs comme on en a parlé plus haut, qu'il fallait venir au niveau de l'alimentation et inverser l'une des phases. Avec les variateurs, on n'a pas besoin d'inverser les phases. Il nous suffit tout simplement de donner une commande sur LI1 ou LID pour faire l'inversion des sens de rotation. Et bien entendu, toutes ces entrées-là sont configurables. Vous pouvez toutefois dire que l'entrée LI1 fasse le sens horaire ou le sens anti-horaire à votre besoin et LID pareillement. Pour ce qui concerne les entrées LI3 et LI4, ce sont des entrées qui vont faire office de vitesse présélectionnée. Donc, pour ce qui concerne les vitesses présélectionnées, ça veut tout simplement dire que lorsque vous travaillez dans le sens horaire ou le sens anti-horaire, dans les deux cas, LI1 ou LI2, vous devrez toujours choisir soit c'est la marche avant, soit c'est la marche arrière et choisir une consigne avec LI3 ou LI4 ou même LI3 et LI4 en même temps. Ce qui remet à dire que, je prends un exemple direct, si je suis dans le sens horaire pour la marche avant ou la montée, lorsque j'ai, donc comme je disais, si vous êtes dans le sens de la marche et que vous enclenchez juste la consigne au niveau de LI1, votre moteur ne va pas tourner. Bien entendu, cela dépend aussi de la configuration. Si vous avez configuré LI1, la consigne est à 0, le moteur ne va pas tourner en attendant la consigne au niveau de la molette. Si vous enclenchez LI1 et LI3, le moteur va tourner par rapport à la configuration que vous lui avez accordée. Donc, une sorte de communication ou d'un langage codé, bien entendu, que le variateur comprend, il comprend lorsque vous l'avez bien configuré. Donc voilà pour aller vers la fin. Je suis à la fin de l'exposition comme ça là. Il y a une petite conclusion qui s'impose. Donc, en conclusion, le démarrage direct des moteurs asynchrone, bien que simple et économique, là on parle de démarrage direct, présente des inconvénients majeurs comme des courants d'appel très élevés, des contraintes mécaniques très importantes. C'est pourquoi, pour les applications industrielles exigeantes, les démarreurs électroniques sont souvent préférés pour leur contrôle précis et leur impact réduit, comme vous venez bien de le comprendre lors des présentations sur le réseau. Par contre, le démarrage électronique des moteurs asynchrones offre de nombreux avantages, notamment la réduction des contraintes mécaniques, l'amélioration de la gestion énergétique et l'augmentation de la durée de vie des équipements malgré leur coût très élevé, ce qui fait en quelque sorte des inconvénients. Parmi tous ces procédés-là que nous venons de citer, ce sont des procédés particulièrement pertinents pour les applications industrielles dans le monde où la fiabilité, l'efficacité des équipements sont cruciales. Donc, vous allez noter que sans tous ces procédés-là, les démarrages que nous effectuons, la façon dont nous démarrons nos moteurs ne sont autres que dangereuses. Pourquoi? Parce que nous risquons de mettre en danger des partenaires, de mettre en danger nos installations, de mettre en danger les biens des installations dans lesquelles nous prestons et bien d'autres encore. Voilà, je me retrouve comme ça à la fin de ma présentation.